Pendant plus de 7 décennies, Sophia Loren a incarné l'élégance, la passion et l'excellence du cinéma italien et international. À 89 ans, sa silhouette et son regard restent indissociables d'une époque où Hollywood et Cinecittà rivalisèrent de glamour. Pourtant, derrière les sourires figés sur les tapis rouges et les clichés devenus iconiques, se cachent des blessures, des rancunes et des souvenirs amers que l'actrice avait toujours pris soin de tenir à distance du grand public. Dans une récente déclaration qui a surpris même ses admirateurs les plus fidèles, Loren a levé le voile sur un chapitre plus sombre de sa vie professionnelle, la liste des personnalités qu'elle a le moins appréciées dans son parcours. Et la révélation a fait l'effet d'un coup de tonnerre. 4 noms, 4 histoires, 4 tensions qui ont traversé les décennies et marqué à jamais la mémoire de la star. Marlon Brando, Charlton Heston, Gina Lollobrigida et Jayne Mansfield. Autant de figures elles-mêmes légendaires, mais qui, selon Loren, ont laissé dans sa vie des traces bien différentes de celles des collaborations artistiques fructueuses ou des amitiés durables. Pour chacune d'elles, il y a une anecdote précise, un moment de rupture, un geste ou une attitude qui a rompu la confiance ou éveillé une antipathie profonde. Le nom de Marlon Brando d'abord a immédiatement attiré l'attention. Mythe du cinéma américain, symbole d'une masculinité charismatique et rebelle, Brando a partagé l'affiche avec Loren dans La Comtesse de Hong Kong, 1967. Mais l'expérience fut pour elle marquée par un incident qu'elle n'a jamais oublié. Elle raconte que lors d'une prise, l'acteur se serait permis un geste déplacé, déclenchant une réaction immédiate et ferme. Un avertissement clair de ne jamais recommencer. Une fissure irréversible venait de se créer. Charlton Heston, l'homme à la carrure de gladiateur, héros de Ben-Hur et d'innombrables fresques épiques, figure aussi dans cette liste inattendue. Loren et lui se sont croisés sur le tournage de El Cid, 1961. Un projet ambitieux qui devait unir 2 monstres sacrés dans une fresque historique. Mais derrière la caméra, le climat était glacial. Heston, selon plusieurs témoins, ne supportait pas que Loren attire autant l'attention et se montrait distant, parfois méprisant. Les scènes d'amour, filmées entre eux, étaient de plus contraintes que passionnées, nourries par un antagonisme réel. La rivalité avec Gina Lollobrigida, elle, est presque devenue un chapitre à part entière de l'histoire du cinéma italien. Les médias, dès les années 1950, se sont régalés de cette opposition entre 2 reines de beauté aux trajectoires fulgurantes. Lollobrigida accusait Loren de se mettre en avant par des remarques provocantes, tandis que Loren voyait en elle une rivale portée au nu par une presse avide de confrontation. Un duel médiatique qui a traversé les décennies, parfois alimenté par les intéressées elles-mêmes, parfois démenti mais jamais totalement éteint. Enfin, Jayne Mansfield, figure sulfureuse d'Hollywood, symbolise pour Loren un moment de malaise plus que d'animosité durable. C'était en 1957, lors d'un dîner de gala à Beverly Hills, organisé pour accueillir la star italienne. Mansfield, vêtue d'une robe extrêmement décolletée, s'assoit à côté de Loren, penche en avant et attire les objectifs. La photo fera le tour du monde. On y voit Loren, le regard fixé sur le corsage de Mansfield, visiblement inquiète qu'un accident vestimentaire survienne. Un cliché qui restera dans l'histoire, mais qui rappellera à Loren un épisode qu'elle préférait oublier. Ces révélations ne sont pas de simples potins. Elles sont le témoignage d'une carrière jalonnée de moments de grâce et de heurts, de connivence artistique, mais aussi d'épreuves relationnelles. En les partageant aujourd'hui, Sophia Loren ne cherche pas seulement à régler de vieux comptes. Elle offre un regard lucide sur un métier où l'ego, la compétition et les différences culturelles peuvent éroder les plus beaux rêves. Et en cela, cette confession résonne comme un précieux document sur la réalité des plateaux de cinéma derrière le voile du glamour. Pour Sophia Loren, avant même qu'elle ne le rencontre, Marlon Brando représentait un mythe vivant. Depuis l'Italie, elle avait suivi avec fascination l'ascension fulgurante de cet acteur américain capable de réinventer la notion même de jeu au cinéma. Dans Un tramway nommé Désir, 1951, il avait imposé une intensité brute, presque animale, qui bouleversa le public et la critique. Dans Sur les quais, 1954, il avait confirmé qu'il pouvait allier profondeur émotionnelle et présence physique magnétique. Brando incarnait cette nouvelle génération d'acteurs formés à l'Actor Studio où l'on cultivait un jeu instinctif, viscéral, souvent imprévisible. Ainsi, lorsqu'on proposa à Loren de jouer à ses côtés dans La Comtesse de Hong Kong, 1967, elle y vit un honneur. Le projet avait de quoi faire rêver.
Un scénario romantique et élégant, réalisé par Charlie Chaplin, la légende du cinéma muet reconverti à la direction parlante, et une distribution de stars internationales. Lorraine se disait qu'elle allait vivre une expérience unique, à la hauteur de ce que tout acteur pouvait espérer. Mais dès les premières répétitions, un décalage se fit sentir. Brando arrivait souvent sur le plateau avec une décontraction presque désinvolte. Là où Lorraine préparait méticuleusement chaque scène, peaufinant le moindre geste, Brando improvisait, jouant avec les dialogues, modifiant intonation, parfois au mépris du rythme ou de la précision demandée par Chaplin. Certains qualifiaient cela de génie créatif, mais pour Lorraine, habituée à un certain professionnalisme, cette attitude frôlait l'irrespect. Puis survint l'incident qui allait sceller leur mésentente. Lors d'une scène où les personnages devaient échanger un moment de proximité, Brando, sous couvert d'improvisation, posa sa main de manière déplacée sur elle. Lorraine, surprise et offensée, réagit immédiatement. Son regard se fit dur, sa voix ferme. « Ne faites plus jamais ça !» Le plateau se figea. Chaplin, concentré sur ses cadrages, ne sembla pas intervenir directement, mais l'atmosphère devint immédiatement lourde. Brando, loin de présenter des excuses claires, afficha un sourire énigmatique, presque amusé, comme s'il venait de tester les limites de sa partenaire. Pour Lorraine, ce n'était pas seulement une question d'inconfort personnel, mais de principe. Elle avait bâti sa carrière sur le respect mutuel, sur la conviction qu'une scène, aussi intime soit-elle, devait toujours se tourner dans un climat de confiance. Or, ce geste avait brisé cette confiance. Dès lors, elle choisit de limiter leurs interactions au strict nécessaire. Hors caméra, ils ne partageaient plus de moments conviviaux. Les discussions, lorsqu'elles avaient lieu, se réduisaient à des échanges professionnels, dépourvus de chaleur. Ce détachement se refléta à l'écran. Bien que le film exigeât de la complicité, le spectateur attentif pouvait percevoir une distance subtile entre eux, un manque de spontanéité dans certaines scènes où l'alchimie aurait dû être palpable. Si Chaplin parvint à boucler le tournage, c'est au prix d'une diplomatie constante, veillant à ne pas rallumer les tensions. Des années plus tard, interrogée sur cet épisode, Sophia Loren ne chercha pas à diaboliser Brando. Elle le décrivit comme un homme petit et vulnérable, prisonnier d'une image que le monde avait façonnée autour de lui. Mais derrière cette formulation mesurée, on devinait que la blessure était restée vive. Ce n'était pas un simple malentendu. C'était une frontière franchie, une expérience qui avait modifié à jamais sa perception de l'acteur. Dans ses mémoires, elle explique que cette mésaventure lui avait appris une leçon précieuse. La renommée d'un partenaire, aussi grande soit-elle, ne justifie jamais de baisser la garde. Elle comprit qu'il fallait parfois sacrifier l'espoir d'une complicité artistique pour défendre son intégrité. Sur le tournage de La Comtesse de Hong Kong, elle avait perdu une illusion, celle que les légendes du cinéma étaient, par essence, au-dessus de toute faute, mais elle avait renforcé son exigence de respect qui deviendrait l'une de ses marques de fabrique tout au long de sa carrière. Fut donc pour Lorraine un moment charnière. Une rencontre qui aurait pu être un sommet de cinéma se transforma en un épisode de désillusion, rappelant que derrière les projecteurs, les plus beaux mythes peuvent vaciller. En 1961, lorsque Sophia Loren accepte de jouer dans El Cid, elle sait qu'elle s'engage dans l'une des superproductions les plus ambitieuses de l'époque. Le tournage doit se dérouler en Espagne, mobiliser des centaines de figurants, des décors monumentaux et reposer sur un duo central censé incarner la passion et la noblesse chevaleresque. Elle dans le rôle de Chimène et Charlton Heston dans celui de Rodrigo Diaz de Vivar dit El Cid. Le réalisateur Anthony Mann rêve d'une alchimie qui puisse rivaliser avec les grandes romances hollywoodiennes. Mais dès les premiers jours, Lorraine comprend que cette entente idéale n'aura pas lieu. Charlton Heston, star américaine au charisme imposant, la reçoit avec une froideur polie. Il ne s'agit pas d'un conflit ouvert, mais d'une distance calculée, presque méthodique. Les répétitions sont strictement professionnelles, sans échange superflu. Lorraine, qui a toujours aimé instaurer une atmosphère détendue pour faciliter le jeu, se heurte à un mur de réserve. Les raisons de cette tension restent floues, mais plusieurs témoins de l'époque avancent une hypothèse. Heston craignait d'être éclipsé. À cette époque, Lorraine venait de remporter un Oscar pour La Chiara, 2 femmes, et sa renommée internationale rivalisait avec celle des plus grands acteurs américains. La presse, en Espagne, comme à Hollywood, semblait fascinée par sa présence. Chaque séance photo, chaque interview tournait autour d'elle, au point que certains observateurs notèrent l'agacement croissant de Heston. La situation se complique lors des scènes d'amour. Les moments de rapprochement entre Chimène et El Cid, censés traduire une passion contrariée, sont exécutés par Heston avec une retenue glaciale. Les embrassades manquent de chaleur, les regards se détournent trop vite. Selon certains membres de l'équipe, l'acteur aurait même exigé qu'une doublure le remplace pour certaines prises rapprochées. Un choix rarissime pour un premier rôle masculin.
Lorraine, professionnelle, tente de maintenir l'illusion devant la caméra. Elle ajuste son jeu, accentue l'intensité de ses propres expressions pour compenser le manque d'engagement de son partenaire. Mais en coulisses, la frustration grandit. Elle ne comprend pas pourquoi un acteur de la trempe de Heston refuse de se prêter au jeu complet du personnage. Pour elle, le métier d'acteur repose sur une forme de pacte tacite. Mettre de côté les susceptibilités personnelles au service du récit. Le réalisateur Anthony Mann, conscient du climat tendu, tente d'intervenir. Il multiplie les prises, ajuste les mises en scène pour éviter les interactions prolongées. Le tournage, déjà complexe en raison des scènes de bataille et des conditions climatiques parfois difficiles, devient un véritable exercice de diplomatie. À la promotion du film, Lorraine et Heston se montrent ensemble devant les photographes, affichant des sourires convenus. Mais les clichés trahissent une absence de complicité. Les corps sont légèrement tournés l'un vers l'autre, mais les regards ne se croisent que brièvement. Les interviews communes sont rares et chacun semble réciter un discours appris. Pour Sophia Loren, cette expérience laisse un goût amer. Contrairement à l'incident ponctuel avec Marlon Brando, qui relevait d'une transgression claire, la mésentente avec Heston est une lente érosion, un blocage relationnel qui s'installe et se maintient. Elle en tire une conclusion simple. Même les projets les plus grandioses peuvent être fragilisés si l'entente humaine n'est pas au rendez-vous. Elcide remporte un certain succès public et reste, encore aujourd'hui, un classique du genre épique. Mais pour Lorraine, derrière l'éclat des costumes et des décors, subsiste le souvenir d'un tournage où la glace n'a jamais fondu. Dans l'histoire du cinéma italien, peu de rivalités ont autant fasciné la presse et le public que celle entre Sophia Loren et Gina Lollobrigida. Les deux femmes, nées à quelques années d'intervalle, incarnent chacune un visage différent de l'Italie de l'après-guerre. Lollobrigida, issue d'un milieu modeste, s'était imposée dès les années 1950 comme la bombe italienne par excellence, sculpturale et sophistiquée, avec un style glamour presque aristocratique. Lorraine, elle, portait en elle la chaleur et la force de Naples, une sensualité ancrée dans la terre et le peuple, tout en étant capable de briller sur les tapis rouges les plus prestigieux. Leurs carrières, bien que distinctes, ne cessèrent de se croiser dans les colonnes des magazines. La presse italienne et internationale raffolait de cette opposition. D'un côté, la Lolo, aux traits parfaits et à la démarche princière. De l'autre, Sophia, aux courbes généreuses et à la présence magnétique. Très vite, les comparaisons prirent un ton plus piquant. Dans une interview restée célèbre, Gina Lollobrigida déclara que Lorraine ne pourrait jamais jouer une noble et serait toujours cantonnée au rôle de paysanne. Une pique qui fit le tour des rédactions et à laquelle Lorraine répondit, des années plus tard, en affirmant, non sans ironie, qu'elle était plus bustier que sa rivale. Cette joute verbale alimenta une véritable guerre froide, médiatique. Chaque succès de l'une était immédiatement comparé à la carrière de l'autre. Lorsqu'un réalisateur américain cherchait l'actrice italienne idéale pour un rôle international, le choix se faisait souvent entre Lollobrigida et Lorraine, renforçant la compétition. Les festivals de Cannes et de Venise devinrent des arènes où les photographes guettaient la moindre interaction. Un sourire forcé, un regard évité, un geste interprété comme un signe de supériorité. Pourtant, dans les faits, elles travaillèrent de rarement ensemble et leurs rencontres directes furent limitées. Mais cette rareté même donnait à chaque apparition publique commune une valeur d'événement. Les rumeurs allaient bon train. Certaines affirmaient qu'elles exigeaient, dans leur contrat, de ne pas figurer sur la même affiche. D'autres qu'elles refusaient de séjourner dans le même hôtel lors des festivals. Sophia Loren, interrogée dans ses mémoires, nuance cependant cette image de guerre ouverte. Il y avait beaucoup de théâtre dans cette opposition. Les journalistes adoraient nous opposer et parfois nous leur donnions ce qu'ils voulaient. Mais même si elle reconnaît que cette rivalité fut en partie un produit de la presse, elle admet qu'une véritable amertume existait alimentée par l'ego et la fierté, deux qualités qu'elle partageait. En 2023, lorsque Gina Lollobrigida s'éteint à l'âge de 95 ans, Lorraine lui rend un hommage bref mais respectueux, saluant une carrière exceptionnelle et une icône de notre pays. Un message mesuré, qui reflétait à la fois la reconnaissance du parcours d'une compatriote et la persistance d'une distance émotionnelle. La mort de Lollobrigida refermait un chapitre du cinéma italien, mais elle laissait intacte la légende d'une rivalité qui, pendant plus d'un demi-siècle, avait tenu en haleine le public. Pour Lorraine, cette relation complexe fut à la fois un fardeau et un moteur. Être comparée en permanence à une autre star obligeait à se dépasser, à affirmer sa singularité, à prouver que son succès ne devait rien aux effets de mode. Mais elle savait aussi que cette rivalité avait parfois détourné l'attention de son véritable travail d'actrice au profit d'une guerre de glamour qui, bien qu'efficace médiatiquement, ne disait rien de la richesse de ses rôles. Le 12 avril 1957, Sophia Loren vit sa première grande soirée mondaine à Hollywood.
Elle est alors au sommet de sa gloire européenne, récemment propulsée sur la scène internationale grâce à ses rôles remarqués en Italie et en France. Le producteur américain Paramount organise un dîner de gala à Beverly Hills pour célébrer son arrivée et l'introduire auprès de l'élite hollywoodienne. La salle est illuminée par les flashs, remplie d'acteurs, de réalisateurs, de journalistes. Lorraine, élégante dans une robe bustier sobre et raffinée, se prépare à une soirée placée sous le signe du glamour et de la diplomatie. Mais tout bascule avec l'entrée de Jayne Mansfield. L'actrice américaine, connue autant pour sa plastique sculpturale que pour ses coups d'éclat médiatiques, fait une apparition qui ressemble à une mise en scène savamment calculée. Elle porte une robe en satin d'un rose éclatant au décolleté si profond qu'il défie les lois de la gravité. Mansfield, consciente de l'attention que suscite Lorraine, semble décidée à lui voler la vedette. Elle s'avance vers la table d'honneur avec un sourire éclatant et prend place juste à côté de la star italienne. Quelques minutes plus tard, alors que les photographes mitraillent la salle, Mansfield se penche ostensiblement vers Lorraine pour engager la conversation. C'est alors que l'un des clichés les plus célèbres de l'histoire du cinéma est pris. Sophia Loren, le regard fixe, concentré non pas sur le visage de Mansfield, mais sur son corsage, visiblement inquiet de voir un accident vestimentaire se produire. Ce cliché fera le tour du monde, publié dans les journaux et magazines de Los Angeles à Rome, devenant un symbole à la fois comique et ambigu du choc culturel entre le glamour hollywoodien flamboyant et l'élégance plus réservée de l'Europe. Pour Lorraine, cet épisode est tout sauf anodin. « J'avais peur que quelque chose s'échappe et atterrisse dans mon assiette », racontera-t-elle des années plus tard avec un humour mesuré. Mais derrière la plaisanterie, il y a un véritable malaise. Lorraine sait que les photographes cherchent à capturer des instants explosifs capables de faire la une. Elle comprend, ce soir-là, que son image publique pourrait être détournée en un simple accessoire d'un moment sensationnaliste. À l'époque, Mansfield est dans une période où sa carrière commence à décliner et où elle multiplie les coups médiatiques pour rester dans l'actualité. Certains chroniqueurs diront que cette apparition aux côtés de Lorraine était une manœuvre délibérée pour capter l'attention de la presse internationale. Mansfield, experte en autopromotion, savait que ce genre d'image pouvait faire oublier, au moins un temps, les difficultés de sa carrière. Après la mort tragique de Jayne Mansfield en 1967, dans un accident de voiture à l'âge de 34 ans, Sophia Loren refusera pendant longtemps de signer ce cliché, même lorsqu'on le lui présentait lors d'événements. Elle expliquera que ce refus était motivé par le respect qu'elle portait à la mémoire de Mansfield et par son souhait de ne pas entretenir une légende qui, selon elle, réduisait leur rencontre à une caricature. Cet incident, s'il semble anecdotique, a marqué durablement la perception de Lorraine aux États-Unis. Pour certains, il montrait sa classe et son sens de la retenue. Pour d'autres, il révélait une pointe de jugement critique vis-à-vis du style flamboyant d'Hollywood. Mais pour Lorraine, il resta surtout un rappel que le glamour pouvait se transformer en piège et qu'il fallait toujours garder le contrôle de son image. Avec le recul, elle considère cette soirée comme un moment de bascule. Ce n'était pas une confrontation mais une leçon. J'ai compris que je devais toujours être prête à être photographiée dans n'importe quelle situation et que le moindre regard pouvait raconter une histoire qui ne m'appartenait pas. En révélant les noms de Marlon Brando, Charlton Heston, Gina Lollobrigida et Jayne Mansfield comme faisant partie des personnalités qu'elle a le moins appréciées au cours de sa carrière, Sophia Loren a surpris un public qui la connaissait surtout pour sa réserve et sa diplomatie. Pendant des décennies, elle avait incarné une forme d'élégance silencieuse, préférant laisser les souvenirs désagréables dans l'ombre. Mais aujourd'hui, à l'âge où l'on ne craint plus de dire toute la vérité, elle offre un témoignage rare sur l'envers du décor d'Hollywood et de Cinecittà. Ses confidences ne sont pas de simples règlements de compte. Elles sont le reflet d'une vie passée à naviguer dans un milieu où l'admiration et l'hostilité peuvent cohabiter dans le même regard, où la rivalité peut être aussi intense que l'amitié, et où les sourires publics dissimulent parfois des tensions profondes. Avec Brando, Lorraine a connu la désillusion d'un mythe qui franchit une limite personnelle. Avec Heston, la froideur persistante d'un partenaire qui refuse toute complicité. Avec Lollobrigida, la rivalité symbolique qui a façonné l'imaginaire du cinéma italien. Avec Mansfield, la démonstration que le glamour peut parfois tourner au piège médiatique. En livrant ses souvenirs, Sophia Loren ne cherche pas à ternir des légendes, mais à rappeler que derrière les projecteurs, les stars restent des êtres humains, capables du meilleur comme du pire. Elle montre aussi que la force d'une carrière ne se mesure pas seulement au succès à l'écran, mais aussi à la capacité de traverser ses tempêtes en restant fidèle à soi-même. Ces révélations n'entachent pas son image, au contraire. Elles renforcent l'idée d'une femme qui, derrière la grâce et la sensualité, a toujours su se défendre, poser des limites et protéger son intégrité.
Sophia Loren n'a jamais baissé les yeux face à l'adversité, pas même devant les plus grands noms de l'histoire du cinéma. Et c'est sans doute là que réside la clé de sa longévité et de son statut d'icône.